Et bonjour tout le monde, bonjour, comment allez-vous bien aujourd'hui? Attendez, je sens qu'on va se taper de la pub. Voilà, je le savais d'avance. Alors, c'est où? C'est là le chat. Bonjour le chat, comment allez-vous en ce vendredi? Ça fait fort longtemps qu'on n'a pas streamé. Ça fait fort longtemps donc qu'on s'est pas vu. Et puis bah voilà, donc ben voilà. Il se trouve qu'il y a plein de trucs en ce moment au niveau privé, je suis en train d'acheter une maison, fait que forcément il y a des jours où ça devrait streamer ou ça stream pas. Anyway, peu importe, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, bah du coup on a 2 petites heures devant nous, quelque chose comme ça. Quelle heure il est? Il est 12h30, je m'arrêterai vers 14h30, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça, on a à peu près 2 heures devant nous. Et puis on va aller faire du altered. Donc si je me mets en in-game, voilà, ça c'est bon. J'aurais pu me mettre en plein écran, mais on s'en fout un peu en vrai. Fait que restons comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, pour ceux qui ne le sauraient pas, on s'approche des Tumult Championship. Donc par exemple cette news là, lisons-la un peu, je viens de voir qu'il y a une news sur Ozma, donc on va peut-être aller voir ça aussi. Fait que les Tumult Championship, qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de tournois officiels qui vont permettre de grinder des points, j'imagine. On va lire un peu le rapport là, parce que j'avoue que j'ai absolument pas suivi, je sais juste que ça commence là bientôt. Je crois que c'est d'ici, ouais c'est ça, c'est début avril à début mai on va dire. Pour fermer la saison 2 du jeu organisé. Alors bah, saison 2 vite fait, parce que le jeu organisé, sur la première saison, il n'y avait pas grand chose, mais admettons. Alors qu'est-ce que ça dit? L'Ultimate Championship approche, épreuve finale de la saison, qui marque également le lancement officiel du circuit compétitif alterne. Donc voilà, on rentre vraiment dans le compétitif cette fois. Cette série d'événements se déroulera... Ah, je vois que je suis à... Bon, ça change rien, ok. Cette série d'événements se déroulant du 5 avril au 11 mai 2025 dans la boutique participante et vient donc clore en apothéose cette saison 2 du jeu organisé Épreuve du froid. D'ailleurs, au niveau jeu organisé, je suis pas très en avance de mon bazar là. Au niveau de mon pass 6, donc 7 événements, ouais, je suis pas très avancé en vrai. Avec le déménagement qui s'approche, bah pareil, il faut que je revoie un peu mes priorités. Fait que j'avoue que les events le soir ça devient plus compliqué. Et que bon, on verra ce qu'on peut faire, puis si on peut pas, bah, on peut pas. Hein. Anyway, donc continuons sur le Tumult Championship. Depuis la semaine dernière, les premières boutiques partenaires du Tumult Championship ont ouvert les inscriptions. Ok, la recherche d'événements, ça rien d'inhabituel. Contact ta boutique, blablabla. Présence de juge. Donc il y a un test de juge. En vrai, je serais curieux de faire ça. On va peut-être aller le faire, histoire de rigoler. Je vais me faire éclater, mais on va aller le faire quand même. Pour ça, reconnu pour l'expertise des règles d'Alter afin de concevoir un questionnaire d'évaluation sur le programme de juge, pour savoir si on peut devenir juge dans le Tumult Championship. En général, les juges, alors je sais pas si c'est pareil dans tous les TCG, mais en général, les juges ont des lots spécifiques liés au fait d'être juge. Tu peux pas participer au tournoi, donc ça peut être un tapis spécifique judge, ça peut être, je sais pas, du contenu gratos, gratos, hein, on s'entend. Mais il faut bien sûr aller faire le judge, fait que à voir. Anyway. Politique de deck checking, nous encourageons les boutiques à vérifier la conformité des decks des joueurs qualifiés pour le top 8 à l'issue des rondes suisses, ok. Il incombe aux joueurs de fournir une liste de decks respectant du tournoi, blablabla, ok. Les boutiques doivent déterminer la méthode qui convient le mieux pour recevoir la liste des decks, d'accord. En cas de non-conformité, nous recommandons de disqualifier le propriétaire du top 8, et la prochaine personne dans le classement peut prendre sa place, ça me va. En cas de doute sur l'arbitrage ou si tu as des questions dans ton événement, n'hésite pas à rendre au service des gains. Ok, donc les questions dans le Discord, rien d'inhabituel. Le format. Donc le format de ces Tumult Championship, c'est un Swiss Round. Standard construit BO1. Alors BO1, bon, ça a des avantages et des inconvénients. Tout dans l'alter pour moi est en BO1. Je sais qu'il y a eu des discussions, en tout cas chez moi à Québec, il y a eu des discussions à savoir si on voulait passer sur du BO3. Il y aura sans doute des événements BO3, mais de base, ça reste du BO1 la structure. Format de ronde recommandé, donc jusqu'à 8 joueurs, 4 rondes, 2 heures, de 9 à 16, 5 rondes, 17 à 32, 6 rondes, blablabla, donc plus il y a de monde et plus on rajoute. À l'issue des rondes suisses, les 8 meilleurs joueurs et joueuses sont classés dans un tableau à élimination directe en une manche gagnante pour déterminer le ou la gagnante. Ok. Ça c'est bon, fait que le principe de ronde suisse, si vous connaissez pas, c'est en gros des matchs croisés pour gagner des points, et en fonction du point on gagne un seeding, et en fonction du seeding, on passe dans le top 8 éventuellement. De nombreuses récompenses sont à gagner, tapis de jeu, carte foil, carte promo oversized. Oui, on va juste aller les voir parce que les rewards étaient vraiment cool en vrai. Il y a... Avant de finir les tournois, les boutiques participantes sont tenues de renseigner la faction du gagnant. Oui, il y a un événement communautaire, Kurao Kami, putain j'y arrivé. Fait que c'est le dragon, on peut... en fait, la faction qui va gagner le plus de points dans les Tumult Championship va débloquer une version faction design de la carte du token dragon là. Fait que ça c'est
Bah, ça sera débloqué pour tout le monde, de ce que j'ai compris, mais en tout cas, voilà, le design qui va être débloqué va être dépendant de la faction qui aura marqué le plus de points dans les Tumult Championship. Ça c'est très cool. Afin d'optimiser l'expérience de jeu, donc commandant boutique d'utiliser un outil de gestion de tournoi, bon ça rien d'inhabituel. Comme tournament ou mêlée.gg, et pour tout savoir sur l'organisation de tournoi, ok, ça on s'en fout. C'est pas ça, donc c'est ça. Donc là les rewards, donc comme on disait tout à l'heure, bon c'est du construit, du 5 au 11, best of 1, 30 minutes par ronde. Le tapis pour le gagnant, donc le tapis est vraiment très très beau, je trouve. La Sunisa, de toute façon c'est mon perso préféré. Le design de la Sunisa est incroyable, en version alt là. Et que je peux que kiffer le design. On gagne une version foil des cartes du tumulte. Ok. Et voilà, donc pour le top joueur de chaque faction, une carte faction scout oversized. Donc, carte standard, on voit ici là sur la partie droite de l'écran, carte standard et la version oversized. Et donc pour chaque vainqueur de la faction, on aura une carte qui correspond. Donc on a Aroro, Gericht, Niala, Saskia, Sunisa et Vaike, j'imagine. Même si c'est celle qu'on voit le moins, je pense que c'est le design de Vaike. Fait que ça c'est très cool. C'est très très cool. J'aimerais bien en gagner une en vrai. Je serais hypé. Le problème c'est que moi je suis pas un joueur compétitif et qu'on verra, écoutez, pourquoi pas, hein. Sait-on jamais sur un malentendu. Et donc l'événement communautaire, c'est ce qu'on disait. Donc bon, je fais pas la lecture de l'histoire, mais comment recruter lorsqu'un joueur remporte un événement et un titre et le titre de Tumult Championship, la faction marque un point à la fin de l'événement communautaire Kura Okami. La faction ayant accumulé le plus de points débloque un design de carte commune et rare de Kura Okami, libéré des glaces dans sa faction. La faction qui arrive en deuxième position débloque la version A rare hors faction de Kura Okami. Tous les joueurs d'Alterd recevront les 3 versions de la carte commune, rare et rare F dans leur collection digitale disponible via le print on demand, et cela vaut également pour tous les futurs joueurs et joueuses. Donc ça c'est très cool je trouve. Ça donne le goût de défendre un peu sa faction. Même si on va pas se mentir, il y a des factions qui sont très très avantagées. En ce moment c'est énormément de Afanas, Sigismar, un troisième, un peu de Kojo. Mais c'est principalement ces 3 decks là qu'on voit le plus. Il y a eu beaucoup de Sierra au début du TBF, mais je sais pas si c'est toujours le cas. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'arène. Je sais pas trop ce que ça va donner. Anyway, Tumult Championship, la boutique pour organiser, blablabla. Bla bla. Bah ça c'est très cool. J'ai hâte de voir la tête en vrai du Kurokami libéré des glaces là. La carte va être très cool, peu importe la faction qui gagne. Moi, de toute façon, je suis hypé. Il y a des cartes avec un design unique qui sont proposées, ça me va. Fait que ça c'est très très cool. Donc le Tumult Championship, voilà, bah n'hésitez pas. Je pense qu'on va aller passer le test, juste histoire de rigoler. Je vais me faire éclater, mais c'est pas grave. Je vais peut-être juste vérifier quand même qu'ils me disent pas de pas le faire en live, au cas où. Donc il y a le patch demi-saison épreuve du froid. Ok, donc ils le sortent vraiment juste avant le Tumult, je pense que c'est fait exprès. État du jeu. Ah bah voilà, bah ça tombe bien, on se posait la question, enfin je me posais la question, moi. Donc majoritairement, il y a... ça a l'air d'être ça, ouais, c'est 14% de Sigismar en jeu. Il y a 10% de Kojo. C'est Bravos qu'elle a... Non, c'est Izmir qui a le plus de représentation. Ok, je m'attendais pas à ce que ça soit Izmir en vrai. Comment c'est possible? 6.3, 2.8. Oui, ok, c'est la ligne du oui. Donc Izmir a le plus de représentation, ensuite c'est Bravos, ensuite c'est Ordis, ensuite c'est Muna, ensuite c'est Lyra et ensuite c'est Axiom. Je m'attendais à avoir beaucoup plus d'Axiom en vrai, je trouve qu'ils ont eu beaucoup de support au niveau de Sierra, avec des decks qui sont devenus assez forts. Et que, ok, je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup d'Afanas. Il y a encore plus de Sigismar. Donc comme on disait tout à l'heure, les 3 decks les plus représentés, c'est Sigismar, Afanas... Non, Teija, pardon, 10.8. Et après égalité, Afanas et Kojo. Ok. Il y a quelques Fen qui traînent, il y a un petit peu de Sierra du coup, comme on disait, mais moins que ce que je pensais. Il faudrait vraiment que je retourne faire du ladder pour voir un peu à quoi ça ressemble. Moi je suis très peu tombé pour le moment sur des Sigismar. À chaque fois que j'ai fait du ladder, bon, je jouais avec un ladder avec un deck... comment ça s'appelle Nemanka. Et je sais pas pourquoi je suis abonné au Traced. J'ai fait 4 matchs en ladder, je suis tombé sur 3 Traced. Et que... Pourquoi pas? Donc je sais, c'est absolument pas représentatif, hein, visiblement, parce que Trace n'est plus qu'à 2%. C'est que, bon voilà, un Nemanka 3% contre 3 Trace. On a une représentation de 5% sur la totalité sur la totalité de la roue. Je sais pas pourquoi. Moi je tombe toujours sur ça, mais bah anyway, peu importe. Ok, donc intéressant à voir ce que ça peut donner. Teija, c'est vrai qu'on a beaucoup de Teija aussi.
Il y en a toujours eu beaucoup des Taija. Je pense en tournoi physique, ce que j'ai vu le plus... En vrai, c'est assez diversifié. La dernière fois que j'ai fait un tournoi physique, hier j'étais juste en... Bah il y avait un tournoi mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Donc je suis juste allé en casu, je suis tombé contre un Taija. Je suis tombé contre un Lindiway et je suis tombé contre un deuxième Taija. Fait que deux Taija, un Lindiway. Fait que c'est vrai que, bon bah, en l'occurrence, ça a l'air d'être plus représentatif que ce que je pensais. Au niveau du tournoi organisé, du coup, la dernière fois, je suis tombé contre... Il y avait comment ça s'appelle? Akesha, un Sigismar, et qu'est-ce qu'il jouait? Il jouait du Axiom, je crois. J'ai un doute. Je pense qu'il jouait du Axiom. Je pense qu'il devait jouer Soubash, de mémoire. Je suis pas persuadé. On était que 4. Non, il y avait un des deux Taija que j'ai affronté hier soir aussi. J'ai passé ma soirée à me faire éclater, c'était trop bien. En même temps, j'étais parti avec un deck Kojo qui était pas buildé, enfin qui était plus ou moins buildé de la période Beyond the Gates, fait que bon, il a besoin d'un gros coup de nettoyage. Fait que ok. Donc en termes de représentation, bah, majorité de Sigismar. Soit. Tac. 2 cartes d'épreuve du froid, on rejoint les rangs des cartes les plus jouées de leur faction. Axiom, livraison gelée, ça on en voit tout le temps, c'est abusé. Et Bravos, Seringar du Havre. Ok, c'est vrai que c'est une bonne carte. Surtout en Bravos, je la joue pour la draw, fait que d'ailleurs on va aller builder un deck là, voir un peu ce qu'on peut faire. Et chez les autres on a Hathor en commune, ok, moi je l'ai enlevé pour ma part. J'essaie de jouer un truc différent. Chez Muna, Druid Muna, ça c'est juste trop fort. Chez Ordis, entraînement à l'esprit d'équipe, ok. Alors que moi j'aime pas du tout Ordis. J'aime pas du tout cette carte là dans Ordis, mais probablement parce que je joue pas un truc qui spam beaucoup de tokens, fait que forcément c'est plus compliqué. Et Zoo chez Izmir, ce qui est assez normal, la carte est vraiment très forte, surtout sur Necro la remontée. Fait qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, on continue un peu, très diverse, blablabla, un mot de Charles Wickham. La barre était haute lorsque l'on a commencé à travailler sur l'épreuve du froid. En tant que première édition après Beyond the Gate, on savait que l'on voulait offrir aux joueurs quelque chose de nouveau tout en conservant les aspects du jeu qu'ils aiment. Dans l'ensemble, on est très satisfait de la façon dont l'épreuve du froid a fait bouger les choses. Attendez, je vais mettre un peu de musique en fond là. Que c'est un peu tout mou. C'est un peu tout mou. Arrête-toi, toi. On va mettre ça en fond. Un peu de musique lo-fi. C'est bon, ça marche? Ça marche. C'est peut-être un peu fort par rapport à ma voix, donc on va juste la laisser en fond comme ça. Ok. Donc nous disions, dans l'ensemble, on est très satisfait de la façon dont l'épreuve du froid est venue faire bouger les choses. L'édition a apporté des changements notables au decklist et ouvert la voie à de nombreuses nouvelles stratégies. Et en même temps, les nouveaux joueurs qui découvrent le jeu maintenant peuvent facilement y entrer sans se sentir perdus ou en retard. Peut-être pas jusque là non plus les gars, ou du moins, il n'y a pas eu trop de nouveaux joueurs à Québec. Enfin pas que j'ai connu en tout cas au niveau des tournois où je vais, fait que peut-être ailleurs. Je suis pas sûr que ça change tant grand chose, parce qu'ils ont quand même 500 cartes de retard quoi. Fait que s'ils arrivent et qu'ils font que du Beyond the Gate, que du Trial by Frost, je suis pas sûr que ça soit tant différent que ça, mais peut-être je me trompe. La méta actuelle nous semble être dans un bon état, on a vu l'émergence des decks Afanas et Sigismar comme les decks dominants du format, mais leur prévalence n'a pas pour autant éclipsé les autres stratégies. Il existe un équilibre sain avec de nombreux joueurs optant pour des stratégies variées et obtenant d'excellents résultats. Ça je suis assez d'accord, c'est assez varié en général en termes de tournois. Je trouve ça très cool. À voir dans du vraiment construit tournoi, tournoi compétitif, donc dans l'Ultimate Championship, voir ce que ça va donner. C'est possible que à l'inverse ça tourne beaucoup plus sur des decks méta, et que du Sigismar et du Afanas, on verra. Je suis étonné quand même de voir... Bah non, en fait je suis pas étonné de voir Afanas, je suis étonné de voir tant pas de Sigismar, de Taija. Parce que Afanas c'est un Taija boosté quoi, fait que, en termes de boost en tout cas, un Basira encore pire, mais en termes de boost pour Taija, après il y a moins les ancrages etc, donc peut-être ça vient de ce côté là, je sais pas trop. Intéressant à voir en tout cas. Donc ça on a dit, nous considérons que l'état actuel de la méta ne nécessite aucune intervention, il n'y a donc pas de nouvelle suspension dans ce patch, ok. Est-ce qu'ils ont présenté les supports, enfin les retours ou pas? On était préoccupé par les performances inférieures de la moyenne des decks Axiom en tournoi suite à la suspension de Havre. En même temps, si toute la faction repose sur une carte, c'est qu'il y a un problème de build, mais bon, ça c'est un autre souci. On anticipe que le retour de Havre aidera à rééquilibrer la situation, et on espère par ailleurs que le retour d'Ozma apportera plus de diversité dans les options de deck building hors 10. Plus loin à ce sujet, un peu plus à ce sujet, un peu plus loin dans l'article. Bien que l'épreuve du froid et le précédent patch de saison avaient apporté un équilibre satisfaisant dans la méta, nous souhaitons encore améliorer. Ok. La watchlist.
Qu'est-ce que c'est? Nous avons conscience que l'impact de l'impact que les suspensions et les errata peuvent avoir sur la collection des joueurs et joueuses et sur le jeu compétitif. Afin de réduire autant que possible les mauvaises surprises et la lecture de nos annonces, nous avons décidé de mettre en place une watchlist. On souhaite être aussi transparent que possible dans notre communication et vous tenir au courant des cartes et des decks que l'on surveille tous en, ok, oui, non, ils vont prévenir de ce qui surveille et ce qui va potentiellement subir un errata et compagnie. D'accord. Ça me paraît cohérent. La watchlist est simplement une carte de liste commune, rare et unique. Bien que les discussions autour de la watchlist puissent mentionner certains héros ou archétypes de deck, seuls les héros dont les capacités sont au cœur de nos préoccupations y figureront. Ainsi, si un deck ou un archétype est sous surveillance... Attendez, je vais bouger le câble. Non, je peux pas le bouger assez loin. Ok, c'est pas grave. Ça me gêne pour lire, mais on va faire avec. Lorsqu'une carte rejoint la 1, ainsi si un deck ou un archétype est sous surveillance, on se concentrera sur les cartes spécifiques qui renforcent cet archétype et nous ajouterons la watchlist si nécessaire. Ok. Ça veut pas dire que ça sera suspendu ou que ça recevra un erratum, ça veut juste dire attention, là on a un risque que ça soit un problème. Donc ça c'est une carte qui peut être ajoutée à la watchlist. Si elle lui a une expérience de jeu que nous souhaitons faire au joueur, elle constitue une pièce maîtresse d'un archétype trop dominant. Son taux de victoire est trop élevé sans qu'un contre adéquat n'existe dans la méta. Elle devient une inclusion automatique dans de nombreux decks, réduisant la diversité des stratégies de deck building. Ok. C'est ce qu'on a pu voir avec Robin Hood. Visiblement à Cosma, mais après je faisais pas assez de compétitif donc je peux pas le dire. Mais ok, nous invitons à lire l'article sur le... Ok, Robin Hood, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe si une carte est sur la watchlist? Elle peut être suspendue, elle peut voir un errata, et elle peut être retirée de la watchlist sans modification. Soit. Mise à jour, ok. Donc... Ah, il y a les nouvelles versions. Ah, incroyable, trop bien. Alors, les joueurs peuvent toujours utiliser les versions pré-errata de leur carte à condition de signaler tout changement à leur adversaire et de leur permettre d'accéder aux bonnes informations en scannant la carte. Ok, rien de surprenant. Donc pré-erratum, le Ozma, il faisait, si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, piochez une carte. Post-erratum, si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, ravitaillez. Ok. Franchement, faire, je trouve. Ça évite de donner le pouvoir de je peux la jouer 2 fois, si la carte que je pioche est bonne. Ça laisse de la connaissance aux joueurs adverses. Franchement, faire. Moi, je trouve ça faire. Sur la commune, en tout cas. Sur la rare, est-ce que ça change quelque chose? Oui, mais chez Logisco, on s'en fout, ça. Hop. Donc, si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, ravitaillez. Donc, c'est exactement la même chose, on change pas les stats. Dans notre dernier patch de saison, nous avions suspendu Osma, car elle offrait trop de cartes advantage. Ok. Ça, on est bon. Ensuite, le Havre. Donc voilà, ils disent qu'ils ont remplacé piocher une carte par ravitailler. Nous avons conservé l'avantage en carte, mais avec une puissance significativement réduite. Ravitailler oblige également les joueurs et joueuses à mieux gérer leurs réserves pour éviter de devoir défausser les cartes en trop la nuit. Je trouve ça franchement tout à fait correct. J'ai aucune idée si Ozma était vraiment aussi fort que ça dans Ordis. Je suis vraiment très peu tombé contre du Ordis. On a une méta qui est un peu différente à Québec de ce que ça a l'air d'être ailleurs. Comme je disais, il y a deux Sigismar qui jouent sur les, je sais pas, les 15 ou 20 joueurs que j'ai pu voir en game. Fait que... Et pour autant que je me souvienne, aucun des deux ne m'a jamais sorti un Ozma. Fait que... Pour moi, la carte était de base pas représentative en termes de suspension et d'errata, mais... Visiblement, ils ont l'air contents de ce qu'ils ont fait. Ça me va. À voir ce qu'en penseront les joueurs, mais pour moi, ça va. Ok, deuxième carte, le Havre. Donc le Havre qui était donc version Axiom uniquement, qui permettait de ravitailler comme d'habitude et avoir le boost. Pour 2, ravitailler le prochain personnage que vous jouez de votre réserve, surtout gagne un boost. Ok, on sait que Ordis. On sait que Axiom joue énormément sur sa réserve. Notamment, et encore pire là, avec livraison gelée, avec tous les trucs, il y a énormément en ce moment de... Comment ça s'appelle? Le Bastion Lyra. Il y a énormément le Bastion Lyra qui ressort, qui permet de faire un double ravitaillement. C'est pas vraiment un ravitaillement, on dévoile les 2 premières cartes, on en choisit une des 2 qu'on met en réserve, donc on trigger pas non plus les effets qui jouent sur le ravitaillement chez l'adversaire. Mais qu'il y en a énormément en ce moment, enfin en tout cas chez les decks chez qui j'ai pu affronter, ils jouent tous ça. Fait que je trouve bien que, à l'inverse, on réduise un peu le fait d'avoir autant de cartes en réserve. J'imagine qu'ils l'ont pas mis chez Bravos, parce que chez Bravos, on a la nouvelle mécanique où on joue énormément sur les fugaces. Et que pour le coup, c'est peut-être moins représentatif chez Bravos. En tout cas, ça avait l'air d'être beaucoup plus problématique chez Axiom. On va voir ce qu'ils mettent dans le détail. Le Havre était l'une des cartes rares les plus puissantes au-delà des portes. Elle offrait un avantage dès le début de la partie avec le ravitaillement, une puissance exponentielle en fin de partie quand elle était combinée avec des personnages à faible coût depuis la réserve, je suis bien d'accord. Bien que l'on apprécie le Havre en tant que carte autour de laquelle bâtir un deck, nous n'aimions pas le fait qu'elle obligeait les adversaires à l'éliminer immédiatement avec une carte de gestion pour avoir une chance de gagner. C'est relativement fair, c'est vrai qu'à partir du moment où Axiom sortait un Havre, bah, il fallait s'en occuper le plus vite possible, sinon tu l'avais dans le fion. Donc ça me paraît tout à fait cohérent.
Nous pensons que la version mise à jour du Havre restera un outil puissant pour les stratégies actions basées sur la réserve en début et milieu de partie, mais son impact en fin de partie sera beaucoup moins écrasant. Ça me paraît franchement cohérent. Ça me paraît faire. Avec l'introduction d'une meilleure interaction avec la réserve via l'épuisement des cartes dans l'épreuve du froid, on estime que de nouvelles solutions existent désormais pour gérer ces stratégies et qu'elles devraient s'intégrer de manière plus saine dans le metagame. A voir ce que ça va donner. Je pense qu'effectivement la carte va devenir beaucoup moins systématique. Elle reste forte avec le ravitaillement, elle donne quand même un boost sur la game, c'est moins impactant, je pense, mais ça se rapproche du coup de ce que peut faire Abassira par exemple. Qui donne un boost supplémentaire à n'importe quel personnage à partir du moment où il y a une carte boostée qui arrive. Peut-être. À voir ce que ça va donner, vraiment. Ça me paraît cohérent. Et ensuite, il y avait toutes les uniques qui avaient été suspendues, on va dire. Pour le moment, il n'y a pas de changement. Nous avons trouvé des errata pour la plupart des cartes uniques actuellement suspendues. Donc, Armurière de la Fonderie, Guérich, Bretteur Honoré. Pour Méduse Lunaire, on continue à travailler sur une bonne solution. On est à présent en train de tester ces errata extensivement afin de s'assurer de leur intégration dans les éditions à venir et leur bon déploiement sur notre plateforme digitale. Ok, donc tout reste toujours suspendu. Toujours pas de l'Indie Way pour le moment. C'était principalement dans l'Indie Way qu'on voyait la méduse. Il y avait beaucoup de support en vrai dans l'Indie Way, pour l'Indie Way dans la version actuelle. Et que... Ok. Ça changera pas au niveau de cette game là, enfin de cette méta là. Guérich qui s'était fait saquer dès le début. Alors j'avoue que j'ai vu aucune carte unique. En vrai on pourrait aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait. Juste pour rigoler, qu'est-ce qu'il y avait comme unique chez Guérich, parce que j'imagine qu'il va y avoir des trucs monstrueux. La carte en elle-même est forte. Et que ça disait quoi si je devais gagner Fuga, je gagne un boost à la place. Si vous envoyez au moins 2 cartes de votre réserve, vous pouvez envoyer... Ok. Si vous avez au moins 2 cartes, pardon, vous pouvez faire gagner endormi un perso. Ouais. Chez Lyra, si je vais gagner Fuga, je gagne un boost lorsque je vais en réserve depuis la zone d'XP. Si votre main est vide, vous pouvez envoyer une autre carte. Ok. Vous pouvez défausser, ravitailler, épuiser. Vous avez un personnage... Ok, ça on s'en fout. On va lire genre les 10 premières, voir s'il y avait quelque chose, mais... Ouais. Non. J'imagine c'est probablement pour éviter des doubles taxes. Lancer un dé, un personnage ciblé gagne un boost, ok. Vous avez au moins 2 cartes en réserve, d'accord. En vrai, pour le moment, de ce que je vois là, il n'y avait pas de truc de ouf. Après, c'est comme d'habitude. Oh, faudra aller peut-être voir un peu sur les... Si tu veux contrôler au moins un repère, un personnage ciblé gagne un boost. Vous pouvez défausser un personnage, machin truc, et faites-moi gagner un boost, ouais. En vrai, écoutez, sur les 8-9 premières qu'on voit là, il n'y a pas de dinguerie. Comment ça s'appelait Altered UR Ladder. Je sais pas si ça existe toujours. Comment ça? Ladder, unique ladder, c'est ça que je voulais voir. Ah non, ça marche plus. Comment ça? Oh, le site il est break. Oh non, ça marche plus Unix Ranking? Sans déconner. Ah si, ils ont juste changé le... Ok. Ils ont changé le hosting. Donc si on regarde le leaderboard, qu'est-ce que c'est les uniques les plus pétés en ce moment? Martingale, Sun Wukong, Tooth Fairy, Miracloth, Rock Prince, Lady of the Lake, Moonlight, Baba Yaga, blablabla, ok. Si on fait un tri sur Lyra, Martingale, Sandman, Mighty Jean, Lyra Cloth Dancer, Tanuki, Flamel, Kodama, Tinkerbell, Flamel, Lyra Cloth. C'est que des anciennes pour le moment. Target character other than me at dusk, up to one target gains fleeting, ça c'était pas mal. C'est peut-être des combinaisons qu'ils ont peur de voir, mais du coup je vois pas pourquoi ils ont suspendu les rares, les uniques et pas les rares. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on peut faire un filtre là-dessus? Est-ce qu'il y a les nouvelles en vrai? Non voilà, il n'y a aucune nouvelle carte. Ah si, c'est Ringard, Guéricht. C'est quoi la plus pétée de Guéricht? Donc elle a gagné 2 duels, bon après c'est pas forcément représentatif. Ah non, j'ai oublié de me loguer. On peut pas voir les cartes sinon? Oh come on. C'est quoi la plus pétée, c'est ça? Tu pouvais discard une carte de votre réserve pour resupply ou exhaust resupply. Ok, le prochain caractère gagne un boost. Ouais, ok. 5 et 6, donc c'est probablement la 1, 2, 3 qui sont le plus intéressant à voir. Si je vais gagner fleeting, blabla. À dusk, vous pouvez discard une carte de la réserve. Si vous le faites, vous pouvez avoir un caractère... Ah, ça c'est bien par contre. Ça c'est fort. Surtout que, du coup, t'es sûr de toujours l'avoir. Fait qu'à tous les... Ça c'est vraiment très fort. Ça c'est vraiment très très fort. Mais en même temps, c'est déjà quelque chose qui pouvait exister sur un... J'allais dire un Sun Wukong, mais non, parce que Sun Wukong a pas ça.
sais pas si on avait un truc dans l'Iran. Bah, il y a l'équivalent chez... Il y a l'équivalent en tout cas chez Muna et chez Bravos, avec ce Wukong, qui gagne jamais Fugace là. Fait que, techniquement, cette combinaison-là pouvait exister ailleurs, donc je suis pas sûr de ce que ça peut donner. En vrai, je comprends pas pourquoi celle-là, elle a été strikée. En tout cas, avec ce qui a été enregistré là, je vois pas. Mais bon. Ok, admettons. On sait que les armurières, par contre, il y avait des trucs vraiment pétés de faire des tokens en boucle. Et que ça, c'est vraiment pour ça qu'il l'avait enlevé, je pense. Mais anyway. Donc pour le moment, les uniques ne sont pas touchés. Ah! Les ajouts à la watchlist. Petit pas, bond de géant. Ça, on en voit énormément en ce moment. Et notamment chez Izmir, forcément. Petit pas, bond de géant est une carte puissante dans la méta qui oriente un grand nombre de decks Izmir autour de sa capacité à conclure une partie de manière triviale lors du dernier jour, pardon. C'est une carte et une mécanique emblématique, mais qui s'avère frustrante à affronter en raison du manque d'interaction qu'elle propose. Petit pas s'avère par ailleurs extrêmement dominante et peu amusante dans notre mode de jeu 2v2. Ok. Je sais pas, j'ai jamais fait un 2v2, j'aimerais beaucoup faire un 2v2, mais j'en ai jamais fait que je ne sais pas. Pour le moment, du coup, c'est un rôle clé dans la performance actuelle d'Afanas, du coup, ça rentre dans la watchlist. Main tendue, rare Izmir. Main tendue est un sort extrêmement puissant dans les decks Afanas pour un coût de 1. Ça, c'est vraiment extrêmement fort dans les decks Izmir, je suis assez d'accord. Toutes les cartes à 1 sont extrêmement fortes, mais particulièrement celle-là qui, en plus, va booster. En même temps, ouais, en vrai, comment ça s'appelle celle qui fait draw, là, Magical Training, qui fait la même chose. Ça reste fort. En fait, je pense que c'est plus Afanas qu'autre chose qu'un problème. Le fait de pouvoir faire un boost à chaque fois qu'on joue un sort et qu'il y en ait énormément qui valent 1. Que si on fait un petit tri comme ça rapidos là dans les cartes, et qu'on va chez Izmir et qu'on regarde, juste on va couper le son avant, voilà. Et qu'on regarde toutes les cartes qui valent 1, j'aurais peut-être dû mettre un fil sur les sorts. Hop. C'est que les sorts qui comptent, je crois, pour Afanas, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je peux voir ça quelque part là? Si je rouvre là et que je mets Afanas, je crois que c'est quand on joue un sort qu'on trigger un effet. Enfin, qu'on trigger un bonus. Lorsque vous jouez un sort, un personnage ciblé gagne un boost, c'est ça. Avec les sorts à 1, il y a Tour de Passe-Passe, il y a Vir endiablé, il y a Givre, il y a... Attendez, je peux peut-être les trier, ça sera sans doute plus facile que de les chercher à la main. Donc il y a Tour de Passe-Passe, Vir endiablé, Givre, entraînement magique, main tendue, sommeil réparateur, entraînement magique, non, entraînement magique on l'a déjà dit, sommeil réparateur, blablabla, et après on passe dans les trucs à 2. Donc on va, même sans compter les trucs à 2, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorts différents qui peuvent faire un boost à chaque fois que tu le joues. On peut même compter 8 avec ces deux-là parce qu'ils valent aussi 1 de la réserve, alors que les autres valent tous 2 ou 3. Et que, si on considère 8, ça fait qu'on peut faire 8 x 3, 24 boosts, juste en jouant une carte à 1. Fait que je pense que c'est Afanas qui a un problème et que c'est pas tant la carte en elle-même. Même si main tendue du coup permet de faire un double boost. Je pense que le problème vient sur le fait qu'il y ait énormément de cartes à 1 chez Afanas qui sont vraiment très fortes en plus. Puisque ça c'est de la draw, ça c'est de l'endormi pour 1, main tendue qui permet de garder les persos sur la board, notamment les mages danseurs, ça qui fait du card advantage. Afanas a vraiment beaucoup de support là. Ce qui fait que c'est devenu excessivement fort. Et que je pense c'est pour ça qu'on le voit beaucoup. Et que du coup il faudrait qu'il le limite en fait à je sais pas 3 fois par tour, peu importe. En fait je comprends pas pourquoi Afanas a le droit à autant de fois que tu veux dans le tour, tant que tu joues des cartes, sort. Alors que de l'autre côté, Basira a une fois par tour sur sur un perso au choix qui vient d'être boosté. Et que je trouve que l'écart entre les deux est juste monstrueux. Et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Enfin qu'il y ait autant d'écart en tout cas, ça me paraît pas cohérent. Et que pour moi le problème il est là. Je vais juste en profiter, excusez, je vais aller faire un petit watch me dans les serveurs Discord sharing là que j'ai. Hop. Pardon, j'ai pas pensé à faire ça tout à l'heure, donc on va aller le faire maintenant. Hop. J'arrive pas à écrire, excusez. Twitch.tv/nilairl. Hop. La même chose sur l'officiel. Content sharing. Hop.
Voilà. Il y a Caleb qui a démarré à 11h34. Oh, bah, putain, je vais prendre une calotte. Ok, c'est pas grave. Donc, comme je disais, pour moi, c'est Afanas le problème. C'est pas tant les cartes. Les cartes en elles-mêmes sont fortes, on est d'accord. Tour de passe-passe, encore pire. Parce que du coup, il permet de recycler les sorts. Et que tu mets 3 tours de passe-passe, 3 entraînements magiques, 3 mains tendues, et juste tu loupes. Tu fais des boucles. Et tu récupères des trucs dans tous les sens, fait que c'est excessivement fort. Pour moi, c'est Afanas le problème, c'est vraiment pas la carte, c'est vraiment pas... comment il s'appelle? C'est vraiment pas... Je vais y arriver, hein. Non, j'ai fermé la carte. Oh putain, j'ai pas fermé le bon truc. Article. Pour moi, le problème, c'est pas main tendue, c'est Afanas. Je pense qu'il faut limiter Afanas, plus que main tendue. On va voir ce qu'ils disent peut-être dans la suite, parce que j'ai vu qu'ils parlaient aussi de voilà, mage danseur. Et on va finir juste de regarder quand même rapidement là. Main tendue est un sort extrêmement puissant, blablabla, on a dit. Là où elle se montre efficace avec les personnages aguerris, comme observé dans les decks Bravos, main tendue synergise aussi avec le mage danseur dans les decks Izmir, puisque oui, ça fait 3 boosts d'un coup avec un mage danseur. Cela permet de piocher des cartes avec sa version rare et d'obtenir un avantage. Ah, la version rare, elle fait ça? Oui, Kadigir. Kadigir. Ah, j'ai pas Kadigir. Ah oui, non, mais parce que je l'ai mis en sort, je suis un connard. Mage danseur, au crépuscule, si j'ai au moins 3 boosts, piocher une carte. C'est vrai. C'est vrai que c'est excessivement fort. Oui, c'est sûr que particulièrement pour mage danseur, c'est vraiment pété. On va voir ce qu'ils disent en dessous parce qu'ils l'ont ajouté dans la version commune et rare. Donc on va aller voir ce qu'ils disent là pour avoir l'image globale des deux. Donc en tout cas voilà, un spell, comment il s'appelle, merde, un spell après vous, pas après vous, un spell main tendue pardon, et ça te fait un Kadigir 4-4-4. C'est que un boost avec main tendue, un boost avec le mage danseur lui-même et un boost avec l'effet d'Afanas. Tu joues un spell, tu lui mets 4 boosts d'affilée. Ça a juste pas de sens. Sachant que la carte en elle-même vaut 2 et que le cost derrière vaut 1 quoi. Donc c'est juste stupidement fort. Qu'est-ce que ça dit? La mage danseur est très polyvalent, particulièrement dans sa version rare, avec des stats, un avantage en carte et le fait qu'il passe la priorité pour un faible coût. Clairement. Associé à Afanas et main tendue, même sa version commune peut générer une répétition d'imposante stat pour un coût en mana très faible. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Le fait de jouer juste un mage danseur et un main tendue, ça fait une 4-4-4 gratos. Et que c'est vraiment très très fort et ça vaut... Y a pas de raison de s'en priver en fait, c'est pour ça que je pense... Je pense que c'est pour ça que Afanas est aussi représenté. Pour autant, c'était déjà comme ça dans Beyond the Gate. Il y a assez peu de nouveaux supports finalement, mis à part, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que c'était? C'était Givre. Ouais, Givre. Ah non, s'il y a Tour de Passe-Passe, Virant Diablé et Givre quand même. Donc avec ces trois-là, il y a 3, 6, 8, 3, 6, 9, 12. Il y a 15, potentiellement 15 boosts qui sortent là. Fait que ça reste fort. Virant Diablé encore plus, hein, parce que tu fais un x3 du coup. Bon, il faut discard une carte de la réserve. Je me demande si c'est beaucoup joué en vrai, Virant Diablé. Je suis pas persuadé. Que ça reste cher peut-être. J'ai pas vu assez d'Afanas, donc faudrait en tomber dessus, mais ça me paraît fort aussi. Anyway. Donc ok, donc mage danseur et main tendue sont ajoutés à la watchlist. Et Baba Yaga et Procuratrice Ordis, tous les deux, chez Ordis, sont ajoutés en support. Malgré la suspension d'Ozma, les decks Sigismar parviennent encore à jouer avec une courbe de mana très basse grâce à de puissants moteurs de pioche comme Baba Yaga et Procuratrice Ordis. Bien que ces cartes soient moins puissantes qu'Ozma ne l'était, elles affichent toujours des taux de victoire élevés et sont incluses dans presque tous les decks Ordis, limitant ainsi les possibilités de construction de deck. On va regarder la différence entre les trois. Je suis pas persuadé de ce qu'ils annoncent là. Ozma a un coût de 2, donc c'est probablement pour ça qu'ils l'avaient réduite. Elle et pas les autres. Mais si on regarde Baba Yaga qui vaut 3 et 2, donc a des meilleures stats. Elle pioche une carte sans condition, par contre c'est un effet main et pas un effet flèche. Peut-être ça s'équilibre avec ça. Par contre Procuratrice Ordis, elle a besoin que l'expédition n'avance pas. En vrai les trois sont fortes. Les stats des deux autres sont meilleurs. De Baba Yaga et de Procuratrice. Ozma, en vrai les trois ont des conditions qui sont assez particulières. À choisir, je comprends pas pourquoi ils ont striké Ozma plutôt que les autres. Mais à nouveau, c'est peut-être moi qui ai un souci de compréhension. Ozma, je crois que c'est elle quand elle arrive, hein, qui a un effet trigger. Oui, c'est ça, c'est un effet flèche. Il faut avoir 3 autres personnages. Moi, je le trouvais pas si forte en vrai, Ozma. Par rapport à justement une Baba Yaga où t'es sûr de piocher au moins une fois.
Et comment ça s'appelle? Et procuratrice. Procuratrice nécessite de sacrifier une XP. Et que c'est probablement la moins intéressante des trois. Dans du Hordis, en vrai, je sais pas, j'en joue pas assez, mais je pense que ça me paraît compliqué. Et unique aux capacités répétées, certaines uniques possèdent des capacités très faciles à déclencher de manière répétée, cela ne pose pas toujours un problème, et certaines peuvent engendrer des expériences de jeu déséquilibrées, voici ce que nous avons identifié. Production de jetons, ces uniques sont capables de générer des jetons à plusieurs reprises au cours de la journée, par exemple à chaque fois que vous jouez un autre personnage. Ça, on sait que c'est un problème qui a été remonté justement sur Armurière. Armurière dans les uniques. Alors je vais pas la voir, peut-être je peux la chercher là en vrai. Chez Axiom. Armurerie, Foundry Armorer. Foundry Armorer, qu'est-ce que ça dit ça? La meilleure, elle a 21 votes, l'autre en a 43, c'est encore pire. Est un brass bug, si vous payez 1, non, c'est pas celle-là que je pense. Quand vous jouez un permanent, créez un 2-2-2, donc ça c'est fort par exemple. Notamment maintenant là avec en plus les petits permanents à 1. Donc ça peut être vraiment très très fort en vrai. Tu joues ça à partir du moment où t'as une... comment ça s'appelle? Un hive sur une ruche. Sur la board, tu joues plein de permanents à 1 là. Ça fait des 2-2-2 à répétition, c'est vraiment très fort. Celle-là est vraiment très forte, je comprends pas pourquoi elle est moins bien notée que l'autre. Moi je trouve que celle-là est plus forte. Après bon, le principe du ladder là c'est que ça dépend sur quoi tu tombes, mais je la trouve excessivement forte celle-là. Et ici, create 2-2-2, blablabla, c'est un peu moins. Bref, c'est les uniques qui permettent... Je pense aussi que les plus pétés ne sont pas enregistrés sur le ladder. Parce que les gens veulent garder ça en secret. Mais voilà, clairement, un truc qui permet de faire plein de tokens gratuitement, ou relativement gratuitement, il n'y a pas de raison que ça reste, c'est trop pété. Ancrage multiple, on sait qu'il y a énormément de monde qui râle en ce moment pour les ancrages multiples, notamment chez Moona. Des uniques qui peuvent ancrer des personnages de manière répétée au cours de la même journée. A chaque fois que vous jouez ou boostez un autre personnage, ça a juste pas de sens non plus, ça permet de faire des monstres, des bornes monstrueuses qui vont rester pendant 4, 5, 6 tours. Parce que eux-mêmes peuvent s'ancrer bien souvent. Ça fait que ça n'a pas de sens. Et les boucles de ravitaillement, ravitailler plusieurs fois au cours de la même journée, par exemple, à chaque fois que vous jouez un autre personnage ou un sort. Ça, j'avoue que j'en ai jamais vu. Fait que... ok. Je peux pas contredire là-dessus, je peux rien dire là-dessus parce que j'en ai jamais vu, j'en ai jamais croisé, voilà. C'est la première fois que j'entends parler de ça, alors que les deux autres ont été connus à date. Enfin, pour moi en tout cas. Et qui considèrent que c'est un truc qui est à risque, ok. Les uniques, lorsqu'elles sont combinées à des faibles coûts, peuvent s'accumuler une quantité écrasante de statistiques, d'actions, d'avantages en cartes, la nuit, expérience de jeu, ok. Et pour les compensations, ils continuent à réfléchir à ce que ça va donner. Ok, pas de soucis. Bah écoutez, ok, intéressant. À voir vraiment ce qu'ils vont faire de ça. Je suis pas sûr qu'il y ait autre chose à lire, ça c'est du lore, la news on l'a déjà vu, communauté, les contenus de fans, ah c'est vrai qu'il faudrait que je regarde ça en vrai. J'ai absolument pas lu ça, mais je crois que ça c'est pour les intellectuels, oui voilà c'est pour les... Ah non, streaming aussi, ah merde, faut que j'aille voir ça alors. Ah attendez, faut que j'aille... attendez, faut que j'aille voir ça vite fait. Si je cherche streaming... non ça va, y'a rien, stream... We mean all your creation based on our IP, including for example, blablabla. Digital fine content, ouais, tu peux rien faire payer. Vous pouvez pas sell des licences, blablabla, ok. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs de ouf. Faudra que je le lise quand même concrètement, exactement, pour voir ce que ça dit, mais ok. Bon, faudra quand même que je me pose la question. Je pense qu'ils ont aucune raison d'interdire les streams là-dessus. Mais ok. Qu'est-ce que